Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'histoire-géographie dans lequel nous allons traiter le grand 3 du chapitre sur lequel nous nous étions arrêtés la semaine dernière. Alors ce grand 3 s'intitule Traite négrière, esclavage et société coloniale dans l'espace atlantique. Pour introduire ce grand 3, il nous faudrait au préalable revenir sur 3 définitions importantes. La première d'entre elles, c'est celle de la traite. Alors la traite, sous l'Ancien Régime, est un mot qui pourrait avoir pour synonyme transaction de commerce, que je mets entre guillemets. C'est en quelque sorte un système commercial. On parle par exemple de la traite des blés. Opérer des tractations, c'est faire le commerce d'un produit, tout simplement. Au départ, ce mot traite est un mot absolument neutre. Ce n'est que plus tard qu'il va prendre une dimension péjorative. La deuxième notion est celle de traite négrière. Ce terme, traite négrière, désigne l'achat et la vente de captifs africains comportant généralement leur déplacement forcé. Alors des acheteurs européens négocient avec des vendeurs africains pour que les esclaves venus de ce continent soient conduits en Amérique. Et vous voyez que l'association de ces deux termes, traite, qui est un mot purement économique, et négrière qui renvoie à un être humain, interroge évidemment sur la moralité de ce commerce. Enfin, le dernier mot est celui d'esclavage. L'esclavage, pour vous donner une définition simple, c'est la condition juridique propre à l'esclave. L'esclave est assimilé à un bien dont le maître se réserve l'usage, la vente ou la location. Alors, cette traite transatlantique, c'est un phénomène qui est long, massif, et qui va avoir, vous allez le voir, des conséquences durables jusqu'au XIXe siècle, et même jusqu'aujourd'hui. Regardez le graphique que je vous montre. Entre la fin du XVe siècle et jusqu'au milieu du XVIIe siècle, le nombre d'esclaves qui vont transiter de l'Afrique jusqu'au continent américain va augmenter considérablement. Et jusqu'à la fin du XIXe siècle, les Européens ont embarqué de force sur les côtes africaines 12 millions d'êtres humains. Je parle d'hommes, mais aussi de femmes et d'enfants. Sur ces 12 millions d'êtres humains, de 10 à 11 millions ont survécu. Le XVIIIe siècle est l'âge d'or du commerce négrier transatlantique. C'est un phénomène qui a participé à la création de communautés noires aux Amériques, encore présentes aujourd'hui, et ce brassage des cultures aujourd'hui se lit dans les populations amérindiennes et américaines. Aujourd'hui, la population brésilienne est celle qui a été le plus marquée par ce phénomène. Comme vous le voyez sur cette première carte du Brésil, dans laquelle nous voyons déjà des premiers signes d'une déforestation. Vous voyez que la déforestation au Brésil n'est pas un phénomène qui ne concerne que le XXIe siècle. Au XVIe siècle, une première déforestation avait été réalisée. Alors bien sûr, cette traite négrière fait l'objet aujourd'hui d'un enjeu mémoriel fort. J'aimerais revenir sur deux individus aujourd'hui qui ont travaillé sur les traites négrières. La première personne est un historien, Olivier Pétré-Grenouillot, qui a voulu, au terme d'une thèse, d'un ouvrage assez important, essayer de montrer ce trafic. Il parle d'un infâme trafic d'hommes noirs et montrer quelles sont les raisons qui ont poussé
les Européens à organiser ce commerce-là. Et il a voulu notamment insister sur les dimensions économiques et commerciales et moins raciales. Alors évidemment, ce livre a créé beaucoup d'interrogations, notamment dans le domaine politique. Et la deuxième personne sur laquelle j'aimerais insister, c'est bien sûr Christiane Taubira, qui au début des années 2010 a fait de la traite de l'esclavage par les Européens un crime contre l'humanité. Alors commençons. Problématique, comment s'organise et se développe la traite atlantique du XVIe au début du XVIIIe siècle. Grand A, les débuts de l'économie sucrière et de la traite transatlantique. Je vous ai demandé de réaliser une étude de cas sur l'économie sucrière au Brésil. Conservez bien vos réponses, puisqu'elles vont nous être utiles tout au long de ce cours. Au Brésil, à partir de 1550, à l'image de ce qui s'est fait dans les îles portugaises que vous voyez sur la carte, de Madère et de Sao Tomé, les Portugais décident de créer de grandes plantations de canne à sucre au Brésil, sur le continent américain. On parle de l'engueno, ces plantations sucrières qui sont implantées au Brésil. C'est une économie sucrière qui prend son essor en 1570. On parle du cycle du sucre. Mais rappelez-vous, il y a peu d'Amérindiens sur le littoral américain, suite au choc microbien et suite aux nombreux massacres perpétrés par les colons. Alors les Portugais vont faire venir des esclaves d'Afrique pour travailler sur les plantations au Brésil. Le produit qui est le sucre est raffiné, la canne à sucre est broyée sur place et le produit est ensuite exporté en totalité à Lisbonne avant d'être redistribué dans toute l'Europe. C'est un produit qui est de plus en plus convoité et de plus en plus consommé par les Européens. Alors je vais vous lire ce texte qui est tiré d'un historien intitulé « Et Cabral découvrit le Brésil en juin 2014 ». L'historien est Bartolomé Benassar. Lecture. Pour favoriser l'essor de l'économie sucrière, les Portugais avaient besoin d'une main-d'œuvre stable, utilisable pour les tâches les plus pénibles. Les Tupis, qui avaient aimé la liberté de la forêt, un travail dont ils choisissaient les modalités, qui leur valait un outillage précieux, ne supportèrent pas les contraintes de la plantation sucrière et de l'engueno. Les Portugais franchirent alors le pas. Ils utilisèrent des Indiens esclaves, devenus les negros da terra, les nègres du pays. Ils se les procuraient en achetant des Indiens captifs, d'ethnie rivale destinés en principe au rituel anthropophage, puis en organisant des expéditions des bandeiras. Mais les Indiens, protégés par les lois portugaises, et souvent armés par les jésuites, apprirent à se défendre. Dès le début du XVIIe siècle, les Portugais recoururent donc de façon systématique à l'importation d'esclaves noirs américains. L'ignoble commerce présentait un avantage économique évident, la possibilité d'organiser un commerce triangulaire entre le Portugal, Afrique et Brésil. Pacotille et armes du Portugal venues vers l'Afrique, armes de l'Afrique au Brésil. Sucre et bois du Brésil vers le Portugal ou d'autres destinations européennes. Donc vous voyez qu'au XVIe siècle, les Portugais sont presque les seuls à pratiquer la traite atlantique. Ces navires négriers, qu'on appelle des galions, échangent divers produits, de l'alcool, des armes, du tissu, au gouvernement africain, le royaume du Congo notamment, contre des esclaves du golfe de Guinée ou de l'Angola. Ces esclaves vont être utilisés pour produire du sucre. Ils vont ensuite vendre ce sucre dans l'Empire espagnol
où ils ont obtenu un monopole commercial de la vente. Vous voyez l'illustration que je vous propose, qui est une illustration qui a été faite et prise à Lisbonne. Elle montre non seulement la richesse de cette ville, avec ces colonnes que vous voyez à l'arrière-plan, qui sont torsadées, qui montrent un peu le luxe de cette ville, mais aussi le dynamisme et l'idée qu'on a affaire à une ville cosmopolite. Si vous regardez bien, les personnes qui se côtoient sont à la fois noires, blancs et métissés. On a affaire à une ville dans laquelle des populations du monde entier se côtoient. Au XVIIIe siècle, c'est la France qui récupère le monopole de l'économie sucrière. Un chiffre. En 1796, les Antilles françaises réalisent 43% de la production mondiale de sucre, dont les 2/3 sont fournis par une île française qui est l'île de Saint-Domingue. La consommation de sucre en Europe s'est largement développée. De 50 000 tonnes vers 1720, elle passe à 200 000 tonnes en 1789 à la veille de la Révolution française. Il y a donc, vous le voyez, une corrélation étroite entre une production de sucre qui augmente et un apport d'esclaves qui lui aussi augmente. Voilà. Alors grand B. Grand B, les modalités de la traite. Comment sont traités ces esclaves? Les captifs africains sont généralement entassés dans ces galions, dans ces bateaux à fond de cale, dont certains ne survivent pas. Sur les 12,5 millions d'esclaves, on suppose qu'environ 1,7 million meurent pendant la traversée. On estime que la mortalité, très élevée au XVIIe siècle, a un petit peu baissé au XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, il y a 11% de mortalité. Ceci n'empêche pas que c'est une épreuve très dure pour les esclaves qui sont entassés et souvent enchaînés 2 par 2, voire même 6 par 6. Tous sont dévêtus, tous sont rasés, ce qui leur enlève toute identité. Les hommes et les femmes peuvent être mélangés et sont ensuite parqués dans des espaces que l'on va appeler des parcs à esclaves. Ces esclaves sont montés le matin, aspergés d'eau de mer, sont nourris 1 fois par jour, le matin, et ils sont parfois sortis de leur cale pour les faire danser devant l'équipage, qui sont des scènes d'une humiliation abominable. Ce sont des traversées qui sont marquées par un entassement, par des maladies fréquentes, le scorbut notamment, et par un manque d'air. Je vais vous lire un témoignage d'un jésuite qui parle de ces difficultés quotidiennes des esclaves dans le bateau. Lecture. S'ils sont enserrés, tellement sales et si maltraités, selon le témoignage même de ceux qui les amènent ici, c'est qu'on les fait venir attachés 6 par 6 par des colliers de fer, dont les anneaux sont passés dans une chaîne, et 2 par 2 par des fers passés à leurs pieds, de sorte qu'ils sont pris par le cou et les jambes, sous le pont, enfermés de l'extérieur, sans voir le soleil ni la lune. La puanteur, la presse et la misère de cet endroit sont telles qu'aucun Espagnol n'ose passer la tête par les coutilles sans en avoir des nausées, ni ne peut rester 1 heure à l'intérieur sans risquer d'attraper quelque maladie grave. Le réconfort et la consolation de ces malheureux se résument à ne manger toutes les 24 heures qu'une écuelle, pas très grande, de farine de maïs ou de mil cru, qui ressemble au riz de chez nous, et à boire à peine une petite cruche d'eau et à n'avoir rien d'autre, si ce n'est force, coups de bâton ou de fouet et des insultes. Voilà ce qui se passe communément avec les hommes, même si je pense que depuis quelque temps certains armateurs les traitent
un peu moins durement. Donc c'était Alonso de Sandoval qui écrivait en 1647. Voilà, donc vous voyez un peu les difficultés de ces esclaves pendant le trajet d'Afrique jusqu'au continent américain. Alors bien sûr, les révoltes sont vraisemblablement plus fréquentes que ce que l'on a pu croire. Entre 1641 et 1770, les historiens ont évalué à peu près le nombre de révoltes à 360. Voilà. La plus connue d'entre elles est la révolte de l'Amistad en 1839, qui est la plus connue. Je vous encourage d'ailleurs à voir le film de Steven Spielberg sur cette révolte-là. Alors une fois arrivés à destination, ces esclaves sont, entre guillemets, rafraîchis. On les enduit d'huile pour éviter de montrer les blessures qu'ils ont pu avoir eues lors du trajet, pour qu'ils soient vendables. Ils sont donc ensuite vendus par lot, et le captif devient désormais la propriété de l'acheteur. L'achat d'un esclave est onéreux. Un esclave coûte cher. Et il coûte d'autant plus cher que le prix est de plus en plus élevé au fil du temps, suite à la mécanisation progressive de cette économie sucrière. Aux Antilles et au Brésil, les esclaves sont très nombreux. Et leur nombre ne cesse d'augmenter, au point qu'ils deviennent même la population majoritaire. Par exemple, dans les Antilles, on sait qu'il y avait plus d'1 million d'esclaves au XVIIIe siècle. Et l'espace, bien sûr, le plus emblématique, j'en ai déjà parlé, c'est l'île de Saint-Domingue, dans laquelle plus de 90% de la population est esclave. Alors ces esclaves effectuaient des travaux de nature différente que vous avez vus déjà dans l'étude de cas que vous avez faite. Il y a des esclaves de plantation, hein, comme je vous le montre dans ces deux illustrations, autant les hommes que les femmes d'ailleurs. Il y a aussi également les esclaves domestiques, on parle des esclaves de maison. Et enfin, il y a des esclaves destinés au travail forcé. Dans ces plantations sucrières ressurgissent parfois quelques rituels africains et une certaine cohésion de leur communauté et certaines solidarités se font voir. Voilà.